Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce webinaire qu'on anime aujourd'hui sur le sujet de l'assertivité avec Barbara Buffet et Maëlle Leclerc qui sont consultantes et responsables de projets au sein de Synapse. Bonjour les filles. Alors Bonjour. pour ma part, je suis Laetitia Terrejol, responsable du marketing et communication pour Synapse. Alors rapidement, je vais présenter le cabinet. En fait, nous accompagnons les entreprises sur des projets de transformation dans des environnements complexes et on aide les collaborateurs à développer leurs compétences. Alors notre terrain de jeu, c'est manager autrement en abordant des sujets comme la confiance, la collaboration, la responsabilisation, l'autonomie aussi, des nouvelles logiques de leadership ou encore les soft skills, qui est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on est convaincu pour qu'une équipe fonctionne bien, il faut d'abord commencer par le commencement et notamment se connaître soi-même. Alors, nos activités regroupent le conseil en transformation et l'accompagnement dans la mise en place de plans stratégiques, la formation, le coaching d'organisation, le coaching individuel, l'organisation de séminaires et le co-développement. Et puis enfin, je dirais que pour terminer, ce qui nous caractérise, nous sommes une équipe de concepteurs et de faiseurs et tous nos accompagnements sont pensés vraiment sur mesure. Ils sont réalisés et déployés par nos équipes de A à Z. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On existe aussi depuis 35 ans. Donc, on va commencer juste quelques informations techniques. Donc, vous allez recevoir le replay de ce live dans les 24 heures. Vous avez également des CTA, des call to action qui sont en bas normalement. Vous devez voir télécharger le kit. On a créé en fait un kit qu'on met à votre disposition avec des comportements refuges. Enfin, Barbara et Maëlle vous expliqueront tout cela et aussi des actions à mettre en place pour développer son assertivité au quotidien. Vous pouvez également télécharger la présentation. Et puis, je vous invite à poser toutes vos questions. Maëlle et Barbara y répondront donc pendant ce live. Et puis, soyez aussi attentifs. Il y aura donc un sondage que l'on va lancer. Voilà, donc c'est parti. Donc, j'ai une première question pour vous, les filles, qui est en fait, parce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce sujet de l'assertivité pour ce webinaire. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Maëlle Leclerc, je suis chef de projet consultante au sein du cabinet. Et donc, pourquoi on a choisi ce sujet pour le webinaire? Parce que pour nous, bien communiquer, c'est hyper important. De façon générale, tous les sujets qui tournent autour de la communication et de la relation, ce sont vraiment des sujets qui nous passionnent toutes les deux, Barbara comme moi, et sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs années. Et donc, développer sa capacité à mieux communiquer, c'est un long chemin. Et même si nous travaillons ces sujets quotidiennement, nous continuons toutes les deux d'en apprendre tous les jours et puis de faire des erreurs et puis de rebondir. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'améliorer les relations entre les personnes au service de notre bien-être individuel et de l'efficacité perso et professionnelle aussi. Donc aujourd'hui, ça nous tient vraiment à cœur de partager tout ce qu'on sait, de diffuser ces outils, parce qu'on a vraiment cette conviction assez forte que la communication, c'est le soft skills le plus important aujourd'hui en entreprise. Merci Maëlle. Donc, je suis Barbara Buffet. Nous sommes toutes les deux vraiment très, très heureuses de vous proposer ce webinaire sur l'assertivité. Ça a été un challenge pour nous d'arriver à faire tenir en 1 heure tout ce que nous avons envie de partager sur le sujet, qui nous occupe régulièrement 14 heures en formation. Donc, c'est pour ça qu'il y aura un deuxième webinaire en juillet. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous concentrer sur comment je m'exprime avec assertivité et en juillet, ce sera sur comment je reçois avec assertivité. À toi, Maëlle. Oui. Et donc, je vais d'abord vous annoncer le programme. Donc, au programme de l'heure qui arrive, d'abord, nous allons nous interroger sur le pourquoi c'est important de développer son assertivité et en redonner un peu la définition classique. Ensuite, nous parlerons des 3 comportements refuges et de leurs impacts. En troisième partie, nous aborderons les prérequis pour bien construire un message assertif. En 4, nous verrons comment se structure un message assertif. En gros, comment dire les choses.
Dans la partie 5, nous allons insister sur le fait qu'avant d'être un outil, l'assertivité, c'est surtout une posture d'affirmation de soi et dans le respect de l'autre. Et enfin, en dernier lieu, nous conclurons avec 3-4 clés concrètes pour développer votre assertivité au quotidien. Voilà pour le programme. Et donc, c'est moi qui vais attaquer les hostilités. Et on va commencer par reposer la définition de l'assertivité et quelques fondamentaux autour de cette notion. Donc, qu'appelle-t-on l'assertivité? La définition la plus commune, c'est l'assertivité, c'est la capacité à s'exprimer, à défendre ses droits, son opinion, ses émotions, de manière claire et directe, sans empiéter sur ceux des autres. Ça, c'est vraiment la définition commune. Ça vient de l'anglais assertiveness, qu'on pourrait traduire par affirmation de soi. C'est un mot qui a été inventé dans les années 40 par un psychologue américain new-yorkais qui s'appelle Andrew Salter. Donc, en résumé, on parle d'affirmation de soi dans le respect de l'autre. On peut aussi dire, pour être un peu plus clair, la capacité à être ferme sur le fond et doux sur la forme. Il y a 3 comportements refuges non assertifs qui sont la passivité, l'agressivité et la manipulation qu'on détaillera juste après. Alors, dis-nous un petit peu pourquoi c'est important d'être assertif et quelles compétences en fait on peut développer. Alors, pourquoi c'est important d'être assertif? Pour plusieurs raisons. La première, je dirais que la première intention de l'assertivité, c'est de préserver la relation. Si je communique efficacement sur mes besoins, mes opinions, tout en restant ouvert à ceux de l'autre, je développe des relations qui sont plus positives, plus équilibrées. C'est le fameux « je me fais respecter tout en respectant l'autre ». C'est pour ça que l'assertivité, elle est particulièrement intéressante et efficace dans les négociations ou la résolution de conflits. Deuxièmement, renforcer son assertivité, ça va impliquer de développer et d'utiliser certaines compétences et qualités comme l'empathie, l'écoute active, la capacité à prendre du recul, l'intelligence émotionnelle, la fameuse, une certaine forme de courage et d'authenticité, qui sont des compétences et des qualités qui sont très valorisées dans la société aujourd'hui et dans le monde professionnel plus particulièrement. Et enfin, je dirais que l'assertivité, c'est aussi un enrichissement personnel parce que ça nourrit la confiance en soi, l'estime de soi et au final, ça rend beaucoup plus serein dans nos relations et donc dans la vie. Donc après, il y a un certain nombre d'idées reçues sur l'assertivité et là, j'ai passé le relais à Barbara pour vous en dire un petit peu plus. Oui, effectivement, il existe beaucoup de fausses idées sur l'assertivité. En voici quelques-unes. L'assertivité, c'est de l'agressivité. Beaucoup considèrent le droit au but ou l'imposition de ses idées aux autres comme de l'agressivité. L'assertivité, c'est être ferme sur le fond et doux sur la forme, comme l'a dit Maëlle. On ne passe pas en force en mode bulldozer. Ça marche que si l'autre est assertif aussi. En étant nous-mêmes assertifs, nous pouvons créer de la sécurité, de l'ouverture et un espace de dialogue chez notre interlocuteur. L'assertivité est une forme de manipulation. Alors c'est sûr que si l'assertivité est mal pratiquée, elle peut sembler manipulatrice. Si par exemple je m'exprime en « je », mais pour accuser l'autre, je suis déçu, je me sens abandonné, ou alors si j'écoute les besoins des autres, mais ensuite pour les utiliser contre eux. L'assertivité est toujours efficace. Il n'existe ni baguette magique, ni recette miracle en matière de communication et de relations humaines. Par contre, choisir l'assertivité, ça permet de s'exprimer clairement et de manière respectueuse et d'avoir fait sa part. L'assertivité, c'est inné, on l'a ou on ne l'a pas. Personne ne naît assertif, bien que nous ayons plus ou moins de prédisposition pour l'être. C'est une posture qui s'apprend et se développe avec la pratique. Et enfin, les personnes assertives sont égoïstes. Être assertif, ça ne signifie pas ignorer les besoins des autres. Au contraire, cela implique de trouver un équilibre entre ses propres besoins et ceux des autres. Et ça commence souvent par parler de soi. Donc, assumer ses besoins, ses émotions, ses opinions
pour ensuite trouver ce fameux équilibre. OK. Alors, comment ça se traduit en termes de comportement? Alors voilà ce que nous pouvons généralement observer chez les personnes reconnues comme assertives, même si c'est impossible, hein, de l'être, 100 du temps et ce n'est pas nécessaire. Déjà, une clarté dans la communication, une expression claire et directe, sans ambiguïté, de leurs besoins, de leurs émotions, de leurs opinions, dans un langage simple, précis et concis. De la congruence, c'est-à-dire, une cohérence entre le langage verbal, le non-verbal et le paraverbal. Parler en «je» plutôt qu'en «tu», hein. Donc je ne partage pas ton opinion plutôt que, tu as tort. L'intelligence émotionnelle, hein, nous y reviendrons, un peu plus longuement. En tout cas, cette capacité à exprimer et à partager leurs émotions de manière appropriée, et à accueillir celles des autres, même dans des situations de tension. Le respect des autres, de leurs opinions, de leurs ressentis, c'est aussi être ouvert aux remarques constructives, à la confrontation, en ne prenant pas les choses personnellement et en faisant plutôt des occasions d'apprentissage. C'est la capacité à dire non, à poser ses limites, sans agressivité et sans justification. Et enfin, du réalisme. Les personnes assertives, elles ont intégré que les tensions font partie de la vie et elles savent se positionner avant qu'elles ne deviennent des conflits. Si le conflit survient, elles agissent, et elles ont aussi conscience qu'il existe des rapports de force contre lesquels il est quasiment impossible de lutter. Dans certaines relations hiérarchiques, des relations clients, la notion de pouvoir sur l'autre est présente. Donc il vaut mieux se préserver, ou faire le choix de ne plus être en relation. L'assertivité, c'est également risqué face à du déni de réalité, et donc de responsabilité. Donc assertif, ça ne veut pas dire, naïf. Ça fait beaucoup de choses à penser quand même. Oui, c'est vrai et je répète, c'est pas, nécessaire tout le temps. Je vous propose de voir quelques situations, hein, dans lesquelles, être assertif, nous avons tout à y gagner. Ça peut être annoncer quelque chose de délicat, un changement, qui va avoir un impact, une mauvaise nouvelle, et là, on a tout intérêt à être clair et à y aller, sans détour. Exprimer une demande pas facile, une demande d'augmentation par exemple, exprimer un refus quand il y a une charge de travail supplémentaire. Exprimer un désaccord, nous vous proposerons un exemple concret, tout à l'heure avec Maëlle. Exprimer une critique, là ça va être important de savoir distinguer la personne et le sujet. Recevoir un refus ou une critique, ça nous le verrons dans le prochain webinaire. Désamorcer un conflit avant qu'il soit trop tard et négocier dans une démarche, gagnant-gagnant, surtout si ça engage les parties prenantes à long terme. OK. Alors maintenant, nous allons approfondir la définition des 3 comportements refuges, non assertifs. C'est important de comprendre ces comportements refuges pour bien comprendre ce qu'est l'assertivité. Donc, vous l'aurez compris avec tout ce qu'on vient de présenter, être assertif, c'est être capable de défendre mes droits sans empiéter sur ceux des autres. C'est vraiment cette idée d'exprimer les choses de façon authentique, d'exprimer mes ressentis et mes besoins, de savoir dire non, de savoir poser mes limites, mais toujours dans cette intention de ne pas blesser l'autre. On peut présenter ça sous la forme de 2 axes qui vont nous permettre de révéler les 3 comportements refuges. L'axe vertical, on pourrait dire qu'il oppose l'idée d'exprimer les choses à l'idée contraire qui est de garder les choses cachées. Et l'axe horizontal, il opposerait l'idée de je suis stable émotionnellement, et ça on y reviendra tout à l'heure, avec l'idée de mes émotions prennent le contrôle et me dominent. Et donc, on va commencer à voir apparaître les comportements refuges. Le premier comportement refuge, c'est la passivité. Dans ce comportement, et pour un certain nombre de raisons, nous n'osons pas exprimer notre point de vue ou notre besoin. Nous sommes dans l'évitement, la fuite ou la soumission. C'est une façon d'éviter de se confronter.
Donc, soit ça peut être je cherche à contenter tout le monde, donc je dis oui alors qu'au fond de moi je pense non. Je garde les choses à l'intérieur de moi. Dans la relation, en fait, je suis dans une forme de soumission. On y reviendra aussi à cette idée de la soumission. Le comportement suivant, alors là, c'est tout le contraire, puisque dans l'agressivité, je les exprime, les choses. C'est pour ça qu'on confond parfois l'agressivité et l'assertivité, parce que on dit les choses. Sauf qu'en l'occurrence, je ne maîtrise pas mon état émotionnel. Je m'emporte et ça m'amène à mettre en place des comportements du type de l'impulsivité, j'impose mes idées, je suis dans la contradiction, je suis dans l'attaque. Et ça, c'est plutôt un comportement de domination sur l'autre. Et enfin, le dernier comportement refuge, c'est la manipulation. Là, c'est un petit peu un entre-deux. La manipulation, ça peut être passif, agressif, parce qu'en fait, ça recouvre toutes sortes de comportements. Par exemple, dans la manipulation, il y a la séduction, la flatterie, le chantage, tout ce qui est les sous-entendus. Je me victimise ou je culpabilise l'autre. Je simplifie ou j'exagère une situation. À travers toutes ces stratégies, en tout cas, je cherche à faire passer mon message, mais j'avance masqué. Je cache mon intention. Ça peut être fait de façon consciente ou de façon inconsciente, d'ailleurs. En tout cas, j'essaye de faire agir l'autre dans mon intérêt, tout en lui laissant croire qu'il a toujours son libre arbitre. Donc, tout ça, c'est des comportements qui sont néfastes à la relation et je vais laisser Barbara aller un petit peu plus loin sur les conséquences de ces 3 comportements refuges. Merci Maëlle. Donc, juste avant de vous en dire plus, je vous reprécise que dans les ressources à télécharger, en plus des slides, nous vous proposons un kit assertivité et dans ce kit, nous donnons un exemple de situation pour chacun des 3 comportements refuges, suivi du plan d'action pour aller vers plus d'assertivité. Alors, l'attitude de passivité, donc le fait de ne pas s'exprimer ni agir, a des conséquences pour soi et sur la relation. Pour soi, la passivité, elle est efficace provisoirement, car elle permet de ne pas affronter les situations délicates et douloureuses. Mais être dans l'évitement répété, ça génère beaucoup de frustration et à terme même des risques de maladie. Et puis quand la coupe est pleine, par contre, c'est l'explosion. Donc, contrairement à ce que l'on peut penser, l'attitude de passivité, elle est loin d'être reposante pour celle ou pour celui qui l'adopte. Il y a également des conséquences sur la relation, c'est que les problèmes s'accumulent, ils ne sont pas résolus. Sur le plan de la communication, les impacts sont négatifs puisque les sujets importants ne sont pas abordés. Et de plus, ce comportement amène souvent l'interlocuteur à adopter une attitude dominante. En ce qui concerne l'attitude d'agressivité, c'est sûr, quand vos interlocuteurs l'adoptent, vous savez ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ça c'est clair, mais ils l'expriment d'une manière qui néglige ou qui bafoue vos besoins et ceux des autres. Les conséquences pour soi, mine de rien, c'est épuisant d'être en tension permanente sur le qui-vive. Souvent, les décisions, elles sont prises de manière impulsive et nous nous en mordons les doigts ensuite. Nous pouvons même ressentir de la culpabilité. Et l'agressivité a évidemment beaucoup de conséquences sur la relation. On l'a dit, les besoins des autres sont bafoués. Donc, ça va provoquer en retour soit des réactions agressives ou à l'inverse de la soumission face à des comportements autoritaires. Et la soumission, ça ne veut pas dire adhésion. Et l'attitude d'agressivité engendre souvent des sentiments négatifs, de l'insécurité, de la colère, la peur du rejet, de la tension et à terme aussi de l'isolement pour ne plus avoir à subir ces comportements. Quant à la manipulation, nous l'avons vu, elle peut prendre plusieurs formes, s'exprimer en sous-entendu, enjoliver une proposition, menacer, flatter, chercher à culpabiliser. Elle n'est pas toujours consciente. Les conséquences pour soi, c'est du stress et de l'anxiété. Mine de rien, maintenir des mensonges, des manipulations, ça peut être mentalement épuisant. Et ces comportements répétés peuvent aussi faire vivre de la culpabilité, de la honte et à terme de l'isolement.
et avoir des conséquences sur la relation. Le plus évident, c'est la perte de confiance et le manque de relations authentiques. Une adhésion en apparence seulement. La personne se conforme extérieurement, mais elle n'adhère pas réellement. Une autre conséquence, c'est une réputation ternie, donc qui va limiter les opportunités et les relations. Et dans certains cas, des conséquences légales lorsqu'elle implique des fraudes ou des tromperies importantes. Alors, nous utilisons tous, vous, nous, un petit peu des 3 comportements refuges. Mais en général, on a quand même un chouchou, on en a quand même un préféré, et c'est celui dans lequel nous nous réfugions le plus spontanément lorsque nous ne savons pas comment on peut faire passer notre message. Et la première chose, je dirais, c'est de connaître ce comportement refuge privilégié, parce que c'est un élément clé pour comprendre comment je fonctionne et être capable ensuite de dépasser ce réflexe, ce comportement refuge. Donc la première étape pour développer mon assertivité, c'est vraiment la prise de conscience de mon fonctionnement quand je ne suis pas dans l'assertivité. Du coup, pour s'amuser un peu, nous vous proposons le petit sondage que Laetitia va lancer, qui va s'afficher et qui va nous permettre de mesurer les comportements refuges qui prédominent un peu parmi vous. Alors, Donc là, il a été lancé. Donc, je ne sais pas si tu vois, Maëlle. je Déjà, vois. on a des résultats qui s'affichent. Ouais. Alors, je n'ai pas les résultats en ce qui me concerne. J'ai une espèce de d'électrocardiogramme. Alors, ouais, je pense que je vais le fermer. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde a répondu? Je laisse encore peut-être quelques secondes et après je le ferme, mais je pense que du coup, tu vas le voir. On va voir les résultats. Ouais. Ok. C'est bon pour tout le monde? Allez, je ferme. Hop. Ah, ok. Passivité. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, hein, mais donc il y a 76% de passivité, 17% d'agressivité et 7% de manipulation. Ok. Qu'est-ce que ça t'évoque, Barbara? Je suis surprise. Hein. Je pensais que ça serait plus équilibré, non? Et toi? Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'agressivité. Je pense que c'est culturel aussi. On va vous expliquer dans un instant ce qui se cache derrière nos comportements refuges. Je pense qu'il y a un élément culturel et dans une culture comme la nôtre qui est un peu latine, un peu voilà, on a plus tendance à avoir des comportements agressifs que par exemple si on était au Japon. Et donc je m'attendais à avoir plus d'agressivité que de passivité. Moi, je sais que c'est la passivité, mon comportement refuge réflexe. Donc, voilà, je me reconnais dans cet échantillon, ceci dit. Pardon, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Non, vas-y, je t'en prie. Donc, en tout cas, l'idée, c'est de reprendre le pouvoir et de choisir comment je me comporte. Soit je décide d'être assertif, vraiment en conscience, et de faire passer mes messages tout en préservant la relation, ou alors, et c'est notre droit, je peux choisir consciemment, on a une slide d'avance, mais c'est pas grave, de choisir consciemment de contre-attaquer, d'être dans l'agressivité, ou alors d'éviter le problème, ou alors d'emprunter des chemins détournés, mais parce que dans ce contexte-là, ça a du sens d'avoir ce comportement. Donc, l'idée, c'est vraiment de choisir, de sortir du pilotage automatique qu'est le comportement refuge. Donc, du classique, ah bah oui, moi je suis comme ça, je suis spontanée, donc avec moi ça passe ou ça casse. Ou alors pour des comportements de passivité, oh là là, j'ai encore loupé une occasion de m'exprimer et je m'en mords les doigts parce que le sujet me tenait à cœur, etc. Donc, c'est reprendre le pouvoir. Il y a vraiment cette idée que développer l'assertivité, c'est reprendre la responsabilité des émotions qui me traversent et le contrôle sur les comportements délétères, comme l'a montré Barbara, qu'elles génèrent. Ne plus laisser les émotions agir à notre place. Les émotions, elles sont hyper importantes. On y reviendra, surtout dans le deuxième webinaire, parce qu'elles nous renseignent sur nos besoins. Pour autant, elles ne doivent pas agir à notre place et nous faire perdre la liberté du libre arbitre. Donc, fort de tout cela,
La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui va les déclencher, ces comportements refuges, et pourquoi je les adopte? Et là, J'ai laissé la slide. Voilà, vous l'aurez compris, un premier élément qui est intéressant d'aller creuser, c'est que quel que soit le comportement refuge que l'on adopte, derrière, il y a une forme de peur. En effet, quand on y réfléchit, celui qui est dans la passivité, c'est assez évident. Ce qui se dit derrière, c'est « je ne suis pas du même avis que les autres, mais je préfère ne rien dire parce que j'ai peur de les contrarier ». Ça peut être aussi « j'ai peur qu'ils m'aiment moins, j'ai peur qu'ils se moquent de moi, j'ai peur de dire une bêtise ou de les décevoir ». En tout cas, dans tous les cas, je préfère ne rien dire que de prendre le risque de le faire. La manipulation, c'est la même chose. Peut-être qu'il se dit « j'ose pas demander les choses directement, j'ai peur qu'on me les refuse, donc je vais utiliser des chemins détournés pour obtenir quand même ce que j'attends ». On adopte cette attitude de manipulation quand on n'ose pas exprimer clairement notre demande ou notre désaccord. On s'arrange pour l'obtenir d'une autre manière, en utilisant des ressorts psychologiques. Et parfois, on le fait de manière inconsciente. Et enfin, lorsqu'on se montre agressif, ça peut sembler un petit peu moins évident parce qu'on attaque, mais derrière, on se dit quand même, j'ai peur. J'ai peur de me laisser dominer et donc la meilleure défense, c'est l'attaque. Même derrière la colère, il y a une inquiétude. Et c'est ça qu'il faut essayer d'aller chercher, se demander, si je me mets en colère, de quoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de ne plus maîtriser la situation et du coup d'être dans une situation où je vais être dépassée? Est-ce que j'ai peur que mon interlocuteur prenne le dessus? Est-ce que je le vois comme un rival ou un adversaire et je ne veux pas me faire avoir? Est-ce que j'ai peur de ne pas atteindre mes objectifs, d'être déstabilisée, humiliée, rejetée? Dans tous les cas, il faut vraiment creuser, quel que soit notre comportement refuge, de quelle peur il s'agit. Ce qui s'oppose à la peur, c'est la sérénité. On est d'accord. Ou la paix intérieure, on peut appeler ça aussi comme ça. C'est vraiment nos deux états de base. On est soit dans l'un, soit dans l'autre. Soit dans la peur, soit dans la sérénité. Si mes besoins sont satisfaits, je suis serein et j'ai des comportements en lien avec cet état. J'ai de l'écoute, j'ai de l'empathie, je suis calme et donc j'ai de l'assertivité. En revanche, si mes besoins sont menacés d'une façon ou d'une autre, dans ce cas, je ressens de la peur qui m'entraîne dans un comportement refuge délétère, dont l'objectif est de rétablir mes besoins. Ces peurs, elles sont liées à un autre élément important, et je passe le relais à Barbara, ce sont les croyances. Merci Maëlle. Alors, vous avez parlé de croyances, de messages reçus aussi pendant notre enfance, qui sont la cause de ces comportements refuges. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et oui, donc effectivement, personne ne naît assertif, mais nous ne partons pas tous du même point sur le sujet et ça va beaucoup dépendre des autorisations de s'exprimer que nous avons reçues ou non dans l'enfance. Et ça va rendre donc ce chemin plus ou moins rapide et sinueux. Chacune de nous a développé des croyances et nous pouvons définir la croyance comme le fait de tenir quelque chose pour vrai, indépendamment des preuves de son existence. Donc les croyances, elles s'installent et se développent en lien avec notre éducation. Tous les messages que nous avons reçus des personnes influentes pour nous, nos expériences vécues, notre sensibilité, notre culture, tout ça va créer nos croyances. Elles remplissent diverses fonctions, ces croyances, pour chacun de nous. Nous protéger d'un danger imaginé ou déjà vécu, orienter nos choix, donner du sens à ce que nous vivons. Et donc, lorsque nous avons, par exemple, entendu qu'il ne faut surtout pas déranger, lorsque nous craignons d'être rejetés parce que ça nous est déjà arrivé, nous risquons d'adopter une attitude de passivité. À l'inverse, baigner dans une culture de la meilleure défense, c'est l'attaque, si on est faible, les autres vont profiter, peut générer des comportements agressifs si nous continuons à adhérer à ces croyances. On est libre de continuer ou pas. Et si nous avons observé ou expérimenté que passer par des chemins détournés pour dire ou demander quelque chose, ça peut fonctionner, il est probable que nous ayons des réflexes de manipulation plus ou moins conscients.
Nous avons tous une multitude de croyances. Ces croyances, elles peuvent être soutenantes, elles peuvent être limitantes, mais elles restent une interprétation de la réalité. Donc, en prendre conscience et comprendre comment elles influencent les relations et les décisions, c'est un grand pas de plus vers l'assertivité. OK. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider à exprimer un message avec assertivité? Et dans cette partie, on va vous parler de 2 prérequis qui nous semblent fondamentaux, la stabilité émotionnelle et le fait de distinguer les faits, les opinions et les sentiments. Et donc, concernant la stabilité émotionnelle, je dirais que c'est vraiment la première chose à faire si vous voulez être dans une posture assertive. C'est de retrouver cette stabilité émotionnelle. Ne plus être pris, embarqué par votre émotion, car elle va vous entraîner dans vos comportements refuges. Être assertif, ça nécessite, et on l'a vu tout à l'heure avec les 2 axes, ça nécessite d'être stable émotionnellement pour pouvoir être rationnel. Et ça, c'est impossible si vous êtes en zone rouge. Au niveau cognitif, c'est impossible. Donc, la première chose à faire, déjà, c'est de ressentir l'émotion. C'est de la laisser arriver, l'accueillir avec toutes ses sensations. Donc, ça peut être les mains moites, l'accélération du pouls, la boule au ventre. Accueillir aussi les pensées qui arrivent sans jugement, juste le constat. Se prendre la déferlante, je dirais. À partir de là, on se met en pause. N'agissez pas à chaud, c'est tout. C'est juste ça. Quand la vague émotionnelle arrive, il est urgent de ne rien faire. Donc, respirez profondément. Si besoin, isolez-vous. Osez dire, franchement, là, c'est pas le moment pour moi. J'ai besoin de me poser pour pouvoir réfléchir. On en reparle plus tard. Coupez le dialogue à ce moment-là. Une émotion, ça dure que quelques minutes. Vous n'êtes pas à quelques minutes près pour exprimer les choses à l'autre. Donc, étape numéro 2, ne rien faire. Étape numéro 3, une fois que la vague est passée, là, vous serez en mesure d'analyser votre ressenti. Les émotions, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des messagers. Et encore une fois, on en parlera plus lors du second webinaire où on parlera de l'intelligence émotionnelle. Mais quand l'émotion est là, clarifiez de quelle émotion il s'agit et quel est le message qu'elles veulent vous transmettre. Et n'oubliez pas que souvent, il y a une peur. De quelle peur s'agit-il? Une fois que vous aurez réfléchi ça, vous serez en mesure de prendre la bonne décision, d'agir en conscience, de sortir du pilotage automatique. Donc, une fois que l'émotion elle sera passée, que vous aurez analysé, peut-être qu'aller dans le bureau du boss pour hurler et lui montrer de quel bois je me chauffe, bah, ça vous semblera tout d'un coup une bien moins bonne stratégie que de poser les choses clairement. Voilà, donc le souci des comportements refuges, vous le comprenez bien en fait devant le graphique, c'est qu'on passe directement de 1 à 4. On appelle ça aussi un comportement réflexe. En gros, je ressens, j'agis tout de suite. Et donc vraiment, l'idée de l'assertivité, c'est de comprendre ce qui vous traverse pour aller l'exprimer à l'autre. Si vous n'avez pas pris le temps, vous, de comprendre, ce sera compliqué de l'expliquer à l'autre. Donc ça, c'est la première étape. Un autre prérequis d'un message assertif, c'est savoir distinguer les faits, les opinions et les sentiments. Les faits, ce sont des informations vérifiables, basées sur des preuves, donc elles sont incontestables. J'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu. Par exemple, j'ai constaté que tu es arrivé en retard de 5 minutes. Les opinions, ce sont des jugements, des interprétations. En gros, c'est ce que je me dis sur les faits. Par exemple, je pense qu'il est habile en communication. Quelqu'un peut penser le contraire, hein. Donc, les opinions sont contestables. Les sentiments, les ressentis, ils sont propres à chaque individu et ils ne peuvent donc pas être prouvés ou réfutés par des faits. Par exemple, si quelqu'un dit « je me sens triste », personne ne peut contester cette tristesse, hein, car elle est vécue par la personne elle-même. Et donc, quand j'exprime un ressenti, je parle en « je », et c'est un des principes de l'assertivité, hein, un des prérequis. Alors, il faut savoir que la majorité des conflits naissent de débats d'opinion et que même si nos opinions, nos jugements sont nécessaires et utiles, hein, car ils nous renseignent sur nos besoins, il est préférable de bannir leur expression lors des conversations difficiles et délicates.
Bien sûr, hein, je peux choisir de m'exprimer en opinion, mais ça aura probablement un impact sur l'autre et sur la suite de la conversation. Deuxième chose, c'est que quand nous sommes pris par l'émotion, comme l'a expliqué Maëlle, c'est plus compliqué d'éviter de s'exprimer en opinion, car l'émotion peut nous couper de notre capacité d'analyse et donc nous couper de notre capacité de distinguer les opinions des faits. Donc, prenons le temps d'écouter nos émotions et, avant d'aller parler à l'autre, de faire ce que nous appelons chez Synapse une dépollution. Nous vous présenterons un outil tout à l'heure. Faire ça, c'est vraiment prendre soin de la relation. En gros, je ne suis pas responsable de comment l'autre reçoit mes mots, mais je m'en préoccupe parce que l'autre ou la relation compte pour moi. Donc, je choisis au mieux mes mots. Attention, l'idée, c'est pas d'être en vigilance constante. Idem pour le ressenti, vouloir à tout prix trouver le bon mot, ça peut justement nous couper de nos sensations et de notre vrai ressenti. Parfois, les mots sont maladroits, mais notre interlocuteur va sentir que nous voulons vraiment préserver la relation à travers notre non-verbal, par exemple, la voix, les gestes. Et rappelons que ce qui compte avant tout, c'est l'intention de se comprendre, de travailler ensemble, d'apprendre sur soi et sur la relation. Alors c'est sûr, c'est plus facile d'accepter les maladresses et de décoder l'intention positive quand la relation de confiance est bien établie. Ok. Alors pour qu'on perçoive bien la différence entre un message assertif et un message non assertif, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Oui, bien sûr. Alors, nous allons vous proposer maintenant, avec Maëlle, 2 scénettes avec 2 approches différentes sur une même situation. Je vous invite à bien observer ce qui est différent entre les 2 approches, à le noter dans le chat, donc observer sur le fond, sur la forme, et après, nous prendrons vos réactions. Le contexte, c'est que avec Maëlle, nous avons préparé une réunion, une présentation, on a animé la réunion et ce qui se passe, c'est que Maëlle, juste avant de rentrer en réunion, elle m'a annoncé qu'elle et le manager, ils ont changé des choses dans la présentation. Donc là, première scénette, nous sortons tout juste de la réunion et je tombe directement sur Maëlle. Maëlle, il faut qu'on parle, je suis super énervée là. Ah, il n'y a pas ton micro, Maëlle, ou c'est moi qui n'entends pas? Pardon, j'avais coupé mon micro parce que je tapais. Ok. Vas-y, on reprend. Hop. Mieux. Maëlle, il faut qu'on parle, là, je suis super énervée. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est bien passé pourtant la réunion. Quoi, t'as pas une petite idée? Non, tu pourrais peut-être être un peu plus clair. Non, mais c'est quoi ce plan-là que tu m'as fait? Je veux dire, juste avant de rentrer en réunion, tu as enlevé l'option 3, ma partie quand même. Ah, mais c'est pas ma faute, c'est le manager, il a tout changé hier soir. Ouais, mais enfin, quand même, vous avez abusé. Vous avez enlevé mon option préférée. J'avais répété tous les arguments. Ils étaient super en plus. Ah, j'avais tellement les boules. Je suis sûre que les clients l'ont vu. Et alors, du coup, toi, tu as parlé 3 fois plus que moi. Super, passer pour une plante verte, Maëlle, j'adore. Non, mais ça va, je t'ai dit que j'ai pas le choix. C'est pas toi qui es resté jusqu'à 20h pour tout revoir de A à Z avec Guy. Oui, mais enfin, tout ça pour être bien vu comme d'habitude. T'as qu'à apprendre à dire non. Ça va, si c'est pour me faire des reproches, ça sert à rien, j'arrête là. Ouais, t'as raison. De toute façon, on ne peut pas discuter avec toi. Puis je vais aller voir le manager. Je vais lui dire aussi. Franchement, vous avez abusé, quoi. C'est vraiment. Ça va, il y a plus grave dans la vie. Et puis les clients, ça leur va ce qu'on a proposé. Détends-toi un peu, t'es susceptible. Bon, j'ai du mal à m'énerver avec Ouais, c'est pas notre style. Non, c'est ça. La suivante, c'est plus notre style. Voilà. Alors, la suivante, la réunion, elle a bien eu lieu le matin, sauf que j'ai attendu l'après-midi pour aller parler à Maëlle. Donc, je viens voir Maëlle, je viens de voir au sujet de la réunion client de ce matin. Tu as 5 minutes? Oui. Si c'est juste 5 minutes, ça va. Ok, merci beaucoup. Donc, hier, nous avions validé ensemble la présentation pour ce matin. Et puis, juste avant de rentrer en réunion, tu m'annonces que Guy et toi,
vous avez enlevé l'option 3, comme tu sais, c'était ma préférée, et que tu n'as pas eu le choix. Oui, c'est vrai, oui, effectivement. Ouais, j'ai été vraiment surprise que tu m'en parles pas un peu plus tôt. Tu vois, j'ai pris sur moi devant les clients, mais quand même, j'étais contrariée par la décision, par le fait de la prendre comme ça au dernier moment. Même si j'ai pris sur moi, je suis sûre que ça s'est vu. Et puis du coup, j'étais hyper frustrée. Tu vois, j'ai parlé 15 minutes sur une réunion d'1 heure. Ils ont dû se demander ce que je faisais là. Ça m'a quand même pas mal gênée vis-à-vis d'eux. Ah, je comprends, je suis désolée. Bon, j'ai pas eu le choix non plus. Je voulais pas te déranger hier soir, il était tard. En plus, moi aussi, j'étais fatiguée. Et puis, j'avais peur que tu le prennes mal et que du coup, on soit un peu tendu pendant la réunion. Oui, c'est sûr, ça m'aurait contrariée, hein, c'est vrai, mais tu vois, j'aurais quand même pu prendre du recul et puis j'aurais pas passé la soirée à répéter. Du coup, Maëlle, ce que je te propose pour les prochaines fois, c'est que s'il y a un enjeu client, surtout dès qu'il y a un changement, même si c'est tard, que tu me préviennes, parce que ça nous permettra de nous réajuster, d'être plus sereine, et puis vis-à-vis des clients, d'être plus à l'aise et d'être plus efficace. Tu vois, c'est vraiment important pour moi. T'en penses quoi? Ouais, oui, je comprends, je comprends. Puis pour moi aussi, c'est important. C'est vrai que j'étais pas super sereine non plus, du coup. Donc voilà, je suis désolée. Pardon pour cette fois et la prochaine fois, je ferai attention, je te préviendrai. Ah, merci Maëlle, je me sens vraiment soulagée et puis je suis confiante pour la suite. Bon, génial. Maintenant, je vais aller régler son compte au manager. Bon, allez, je vais attendre demain. Bon, merci Maëlle. Allez, je te laisse bosser. À plus. Salut. Merci à toutes les deux. C'était vraiment, du coup, très palpable et très parlant. Merci. On a quelques Quelques remarques? Quelques retours dans le chat, réactions? on va se regarder. Ouais. Alors, je vais regarder. Oui, effectivement, dans la première fois, j'y vais en tu qui tue et après en jeu. L'échange, l'écoute, c'est fluide. J'ai exprimé mes ressentis. Très bien. J'ai proposé des solutions. Et puis, oui, dans la première, hein, il y a de l'agressivité. Le «tu as pas une idée», hein, c'est de la manipulation, voire de la passivité. Et on voit que les réactions sont pas les mêmes, hein, forcément. Maëlle, si je l'agresse, elle va se justifier. Donc, Ouais, tout à fait. Et puis il y a une escalade, un effet miroir qui se fait. ouais, c'était comment pour toi, Maëlle? Bah, c'est ça en fait. La première, tu te sens agressée, un peu manipulée, tu pas une idée, donc ça crée de la tension chez l'autre qui, en réaction, rentre lui-même dans son comportement refuge. Enfin, je rentre moi-même dans mon comportement refuge. C'est ça. Alors que la deuxième, au contraire, laisse la porte ouverte à mon empathie en fait. C'est tu me mets en posture de comprendre ce que tu as ressenti. C'est ça. Et Et t'es pas dans le jugement, t'es pas dans l'opinion. Tu es juste dans voilà, il s'était passé ça, et voilà ce que ça a déclenché chez moi. Et je ne peux que, si j'ai de la bienveillance vis-à-vis de toi, l'entendre. c'est ça. Alors, c'est pas une baguette magique, hein, encore une fois, mais c'est sûr que dans la deuxième version, j'ai utilisé la méthode DESC, hein, que nous allons vous présenter rapidement juste après. C'est sûr que ça m'a permis de prendre le temps d'accueillir mes émotions, mes jugements. J'ai le droit d'avoir des jugements, hein, de trouver que c'est pas juste, ça se fait pas. Je les accueille, et mais ensuite, ça me permet de revenir aux faits et surtout d'avoir l'intention de préserver la relation entre nous. J'aurais pu ne rien dire, hein, passivité, mais j'aurais gardé de la rancœur et ça serait ressorti à un moment ou à un autre, ou faire des sous-entendus, hein, en mode manipulation. Ça va, Maëlle, t'es contente de notre présentation? Enfin, ta présentation. Oui, non, mais t'inquiète, c'est pas grave. T'as juste zappé ma partie. Bon, ça devait pas être intéressant. Ok, j'ai compris. C'est sûr que si je fais ça de manière répétée, la confiance entre Maëlle et moi, ça va pas être terrible, hein. Bon, alors c'est sûr, avec certaines personnes, c'est plus naturel d'avoir envie de préserver la relation, et Maëlle nous présentera un outil tout à l'heure pour nous aider aussi dans les situations difficiles. Alors, je crois qu'il va falloir que j'accélère un petit peu, mais je vous présente quand même rapidement la méthode DESC, hein, que certains connaissent
C'est une méthode assez connue. Juste pour reprendre les 4 étapes, décrire la situation en étant précis et factuel, hein, c'est ce que j'ai fait. Hier, nous avions validé la présentation, etc., etc. Le fait aussi de démarrer par les faits, ça nous oblige à aller droit au but. Donc, c'est aussi la démarche assertive. Le E pour exprimer l'émotion, le ressenti, d'évoquer ce que cette situation insatisfaisante, elle provoque chez nous en disant « je ». Et en prenant la responsabilité de votre ressenti. Vous avez vu que dans cette situation, j'ai nommé plusieurs émotions. Surprise, frustration, gêne, je ne sais plus, contrariété. Ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, c'est important de le dire. Et ensuite, si une situation ne vous convient pas, soyez force de proposition. C'est ça l'assertivité. Donc, proposer quelque chose de réaliste. On ne peut pas changer l'autre. Nous pouvons juste changer, faire évoluer les situations et proposer une alternative constructive et réaliste. Donc, c'est ce que j'ai proposé à Maëlle, que tout de suite, elle me prévienne les prochaines fois, en mettant en avant les conséquences positives, donc les bénéfices de la solution pour les 2 parties, la notion de gagnant-gagnant. Et bien sûr, d'interroger ensuite la personne. J'ai demandé à Maëlle, t'en penses quoi? Le desk, ça permet l'ouverture ensuite et le dialogue. Donc, juste pour conclure, sur le desk, respectez bien l'ordre des étapes, choisissez le moment, plutôt un moment où vous vous sentez stable émotionnellement et où la relation est apaisée. Évidemment, ça se fait en privé. Et accueillez aussi l'émotion de votre interlocuteur. Ça, nous y reviendrons la prochaine fois. Ce n'est pas le tout de s'être bien préparé et de ne pas être capable d'entendre. Et la recommandation, c'est de s'entraîner en commençant à le faire pour des situations à faible enjeu. Mais de toute façon, il y a quand même toujours besoin de préparer. Ce n'est pas naturel et ça aura plus d'impact si vraiment vous avez suivi les différentes étapes. Ok. Donc vraiment, ce qui importe, c'est de préserver la relation, mais c'est pas si simple. Oui. Non, être assertif, c'est pas simple et c'est pas naturel, on le redit. Ça demande un effort qui est fait de manière consciente pour être dans cette posture de s'affirmer tout en respectant l'autre. Et donc maintenant, nous allons vous présenter 2 outils qui permettent de tendre vers cette posture gagnant-gagnant. Et donc, le premier outil que vous connaissez peut-être, c'est les positions de vie. C'est un outil qui est issu de l'analyse transactionnelle, une approche qui a été développée par Eric Berne, un psychiatre américain. Ça fait 2 psychiatres américains ce matin. Nous avons déjà évoqué un certain nombre de choses avec les comportements refuges, mais l'idée des positions de vie, c'est de comprendre comment je rentre dans la relation avec l'autre. Comment je me vois et comment je vois l'autre, quelle valeur, quelle confiance, quelle estime j'ai pour moi et pour l'autre dans la situation. Et vous l'aurez compris, on l'a déjà expliqué, l'assertivité, c'est avant tout une posture liée à une intention positive qui est de m'affirmer, tenir compte de moi et de l'autre. C'est ce qu'on appelle la position de vie plus plus. Tu es OK, je suis OK, mes opinions ont de la valeur, donc je vais les exprimer, mais les tiennes aussi, donc je les respecte. On a le droit de ne pas être d'accord. L'important, c'est que chacun de nous deux se sente senti et respecté et que nous cherchions à construire ensemble. Si je n'ai pas une bonne estime de moi, si je n'ai pas confiance en moi, que je valorise l'autre plus que moi, je le trouve plus brillant, plus intelligent, je l'admire. On dit que je suis dans une position de vie moins plus. Dans ce cas, j'aurais plutôt tendance à entrer dans la relation de façon soumise. Par extension, j'aurais plutôt tendance à avoir des comportements refuges du type passivité. C'est pas systématique, mais ça a une influence. Le risque dans cette situation, c'est de laisser la porte ouverte à l'autre pour qu'il prenne le dessus. Et dans ce cas, on sera dans une relation qui n'est pas équilibrée. A contrario, si je me vois comme supérieure à l'autre, je me vois comme plus intelligente, plus expérimentée, et pour cette raison, je m'accorde une valeur supérieure. On dit dans ce cas que je suis en position de vie plus moins.
j'entre dans la relation en posture de domination. Et par extension, si je me retrouve en comportement refuge, je serai plutôt dans de l'agressivité. Enfin, la dernière, la position de vie moins, celle-là, c'est la posture de la démission, de la dépression. On n'accorde de valeur ni à l'un ni à l'autre. Et donc, au niveau relationnel, on se sent complètement dans l'impasse. Et c'est une situation de blocage au niveau relationnel. Donc, tout ça pour dire que pour être sincèrement assertif, je dois chercher à tendre vers le plus. Car c'est dans le plus que j'ai le plus la capacité de prendre du recul, de temporiser mes réponses, de m'appuyer sur des éléments factuels pour expliquer et en retour d'entendre l'autre. 3 choses importantes à préciser sur les positions de vie. D'abord, on ne peut pas être tout le temps dans le plus. Le plus, c'est fatigant, ça demande de l'énergie et c'est pour ça qu'on parle d'intention d'être dans le plus. Au même titre qu'on a des comportements refuges, on a des positions de vie refuges dans lesquelles on se ressource quand le gagnant-gagnant nous demande trop d'efforts. Deuxième chose, la position de vie, j'insiste vraiment, c'est pas une dynamique relationnelle. C'est vraiment comment moi j'aborde l'autre. C'est pas parce que j'aborde l'autre en position de vie de domination, plus-moins, que l'autre va rentrer dans la relation en moins-plus, en soumission forcément. On peut être tous les deux dominants. Enfin, dans la domination, je veux dire. Et enfin, dernière chose, sur les positions de vie, entre ce qu'on pense et ce qu'on montre à l'extérieur, peut y avoir un écart. Je peux me montrer très dominant, position de vie plus-moins, pour cacher qu'à l'intérieur de moi, je me sens très inférieure, position de vie moins-plus. Dans ce cas, on parle de position de vie sociale, c'est ce qu'on montre, et psychologique, c'est ce qu'on pense. Voilà, donc dernière chose, là je reprends ce que Barbara disait tout à l'heure, l'assertivité, vous comprenez bien que c'est pas une formule magique qui vous permettra d'obtenir tout ce que vous voulez. Dans la relation, on est deux. Il y a des rapports de force, des relations de pouvoir contre lesquelles vous ne pouvez pas lutter. Barbara évoquait tout à l'heure la hiérarchie, la relation client, certaines personnes. Et donc, dans ce cas, de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment l'intention de rentrer en plus et la possibilité de le faire, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux, dans ce cas, me préserver, quitte à couper la relation? Merci Maëlle. Donc le deuxième outil, c'est la grille de dépollution. Donc c'est issu de la CNV. Il y avait une question sur la communication non violente, donc abréviation de la CNV, parce que la CNV et l'assertivité sont deux approches complémentaires pour une communication efficace et respectueuse. Donc cet outil, en 2 étapes, il permet de retrouver de la clarté et de la sérénité pour être en relation. Donc la première étape, pour pouvoir retrouver de la clarté, ça va consister à écouter mon dialogue interne, tout ce que je me dis sur la situation, sur l'autre, sur moi, les gros mots, les insultes, enfin vraiment là on a tous les droits. Si besoin, je l'écris et par contre, je ne laisse pas traîner le papier. Et ça va me donner accès à mes émotions, à mes besoins, ça va me permettre de faire le tri pour repartir des faits et préparer ce que je vais dire à l'autre au service de la relation et de l'efficacité opérationnelle. Donc, la deuxième étape, et c'est voilà, la deuxième partie de la slide, on retrouve les éléments de la CNV, les faits, le ressenti, le besoin, la demande. On n'ira pas aussi loin aujourd'hui sur mon besoin, ma demande, déjà parce qu'on n'a pas le temps et puis parce que ce sera dans la partie 2. Et ce n'est pas si simple que ça. C'est pour ça que nous avons proposé la méthode DESC. Mais c'est tant que je ne me suis pas dépolluée, je risque d'être prisonnière de mon émotion et de mes jugements sur l'autre. Donc, ça va être compliqué d'être assertive. En tout cas, en accueillant nos jugements, nous comprenons que nous sommes les seuls responsables de nos émotions. Ce n'est pas l'autre qui est responsable, l'autre n'est qu'un stimulus et n'a pas ce pouvoir. Donc, pour communiquer avec assertivité, nous devons reprendre la responsabilité des émotions qui nous traversent. Se dépolluer, ce n'est pas seulement pour éviter nos comportements agressifs, c'est aussi pour comprendre ce qui m'empêche d'agir lorsque je vais être dans la passivité. Et ça marche aussi si je suis dans une joie excessive
que l'autre ne sera pas prêt à accueillir et qui peut me couper aussi de la réalité et donc rendre la communication difficile. Et avant de redonner la parole à Maëlle, juste, j'ai vu passer quelques questions. Et oui, il y a cette question de se dire, bah mince, c'est toujours la même personne qui va faire les efforts. Finalement, c'est celle qui a subi la situation. En fait, c'est comment je reviens dans une intention d'être en relation avec l'autre. Donc, j'exprime ce qui s'est passé pour moi, mais en étant justement dans cette ouverture et en ayant conscience de mes besoins, je vais pouvoir aussi montrer le chemin à l'autre. Donc, il y a quand même plein de fois où la situation, elle avance et elle permet de se rééquilibrer. À toi, Maëlle. Alors, ça peut avoir l'air un peu magique, tout ça. En gros, s'il suffisait d'avoir la position de vie, la dépollution, toutes nos relations seraient merveilleuses. Mais en fait, c'est vraiment pas simple, c'est très énergivore. S'il y a bien une chose à retenir de tout ça, c'est cette idée d'être dans une intention de reprendre les rênes pour agir consciemment en faveur de la relation. C'est vraiment ce que vient de dire Barbara, c'est de remettre la relation au cœur. Avec les positions de vie et la grille de dépollution, je suis en capacité de me poser les bonnes questions. Comment je me positionne dans la relation? Est-ce que j'ai vraiment l'intention que chacun soit respecté de manière gagnant-gagnant? Du coup, comment je vais exprimer les choses, ce dont j'ai besoin, mais sans acculer l'autre? Et aussi, comment je suis prêt à accueillir l'autre derrière les réactions et peut-être son refus. Parce que j'aurais eu beau tout faire, tout bien faire. Je me suis dépolluée, j'ai fait un super desk aux petits oignons. Une fois que je me suis exprimée, de la façon la plus assertive possible, je ne peux pas savoir comment mes mots vont être reçus par l'autre. La réaction de mon interlocuteur, elle dépend de ce que lui vit sur le moment, de ses croyances, de ses peurs qu'on a évoquées. Et ça, je ne peux pas le contrôler. Et je n'en suis pas responsable. Donc là où ma responsabilité, elle reprend, c'est comment je vais réagir à la façon dont lui va réagir. Comment je vais réagir quand il va me dire non? Comment je vais réagir quand il va s'énerver? Quand il va me critiquer? Ça, on le développera plus dans le second webinaire sur le volet intelligence émotionnelle et accueillir de façon assertive. Mais je dirais un premier élément de réponse, c'est vraiment être dans cette idée que même si parfois mes mots sont un peu maladroits, mon desk est un peu bancal, mon intention positive, mon authenticité, ma volonté du gagnant-gagnant, l'autre, il les ressente. Et c'est cette posture plus qu'il faut vraiment chercher à préserver en premier lieu avant de faire le desk parfait. Donc, si je tombe à côté et que mes paroles blessent l'autre, sans que je l'ai voulu, la première chose à faire, c'est de le reconnaître et de dire « Pardon, je suis désolée ». Et j'insiste vraiment, c'est pas la même chose, pardon et je suis désolée. Je suis désolée, ça parle de vous, c'est votre sentiment, c'est auto-centré. Je ressens de la désolation. Si vous voulez vraiment aller au bout, c'est de demander pardon. Le pardon, c'est la demande que vous faites à l'autre. Donc, pardon, je suis désolée si mes mots t'ont blessé. Je voulais pas. Ce que je voulais t'exprimer, c'était ça. Donc voilà, c'est aussi ça l'assertivité, c'est savoir accueillir les réactions. Et vraiment cette idée que c'est la relation qui doit primer avant toute chose. On continuera. Alors, je vois le temps qui passe, malheureusement, ça passe très vite. Alors, peut-être pour conclure, hein, en synthèse, dites-nous un petit peu quelles sont vos recommandations pour développer son assertivité au quotidien. Et puis après, on prendra le temps peut-être de répondre aux questions. Oui, pour les personnes qui sont là, avec plaisir. Donc, les recommandations, il manque une slide. Voilà, on va quand même conclure. C'est se préparer. Hein. Nous l'avons dit plusieurs fois, il est rarement urgent d'agir. La réactivité peut nous amener à de l'agressivité ou à pas être dans une position plus. Et attention, à un moment, il faut y aller aussi. Hein, sinon, il y a un risque de
de passivité. Donc y aller en position de vie gagnant-gagnant, en s'étant dépollué, pour s'exprimer en fait et en ressenti. Savoir choisir le bon moment et le bon endroit. Distinguer nos exigences de nos préférences. Éviter quand même l'excès d'affirmation de soi. Si l'assertivité, c'est une revendication systématique de nos droits, ça peut être vraiment perçu comme de l'égoïsme. Et donc, s'entraîner sur des situations simples du quotidien. Ça peut être dire non à la demande d'un collègue, en sachant qu'il y a d'autres collègues disponibles qui vont pouvoir aider. Ça peut être se retenir d'avoir le dernier mot sur un sujet où finalement c'est pas si important. Donc voilà, lâcher un petit peu prise. Ça peut être se forcer à faire des demandes claires, directes, quand nous nous sentons suffisamment stables émotionnellement pour être capable d'entendre un non. Donc pour rappel, on apprend toute notre vie. Allons-y étape par étape. Il y a des retours en arrière, des jours où on n'a pas réussi à l'être, c'est OK, c'est comment j'apprends, comment je repars de plus belle. Notre responsabilité, c'est faire au mieux et avoir conscience des impacts relationnels. Ça s'acquiert avec la pratique et à force de s'entraîner, nous sommes moins dans la peur, nous gagnons en sérénité et en capacité d'affirmation de soi. Merci pour votre attention. Nous espérons avoir été clairs et que ça vous a plu. Et j'espère qu'il y a encore les personnes qui ont posé les questions parce qu'on a très envie de répondre. Il y en a eu beaucoup en plus. Oui, et oui, il y aura la suite le 3 juillet. Alors, Maëlle, tu veux commencer à prendre… On va regarder les questions. Et donc oui, juste la suite le 3 juillet et on parlera beaucoup plus d'intelligence émotionnelle et comment on accueille de façon assertive. Là, on était vraiment comment on exprime. Le 3 juillet, c'est comment on se prend la vague. Alors, allons-y. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. On prend dans l'ordre. On commence par le début. Vas-y, là où il y a Laetitia, elle nous a mis les cœurs, ça nous aide. Ouais. La manipulation proche du pilier réalisme de l'assertivité. Alors, est-ce que… Tu sais, je pense que c'était quand j'ai dit que parfois il vaut mieux se préserver, tu sais. Je pense que c'était… Ah oui, donc quand il y a des relations de pouvoir. Oui, de toute façon, la manipulation reste un comportement refuge. Donc, mais quelque part, la passivité aussi peut être proche de cette dimension. Il faut être réaliste. Oui, je redis ça aussi. On adopte un comportement refuge justement parce que parfois, on sait que même si on fait tout bien, la personne en face de nous, elle ne sera pas réceptive. Donc, dans ce cas, on choisit consciemment de manipuler ou d'être passif ou d'être agressif d'ailleurs. Est-ce que c'est genré? Alors là, je n'ai pas les stats. Non, et ouais, je ne vais pas répondre parce que je n'ai pas d'idée. Normalement, ça évolue, mais bon, sans avoir les stats, ouais. En vrai, j'ai jamais, on travaille quand même sur le sujet depuis de nombreuses années, Barbara comme moi. À aucun moment, il est entendu que les hommes seraient plus agressifs et les femmes, dans l'agressivité et les femmes plus souvent dans la passivité. Je pense pas qu'il y ait une notion de genre derrière. Mais bon, ça, aucune idée. Il n'y a pas d'études. Est-ce que ça n'impacte pas l'authenticité et la spontanéité? Alors, c'est pour ça que c'est pas tout le temps non plus qu'il y a heureusement des réactions spontanées. Il peut y avoir de l'authenticité qui est pas, c'est ce qu'on disait un petit peu, ça va pas être nickel sur les mots, mais c'est une manière quand même de parler en mon nom et d'exprimer ce que j'ai sur le cœur. Donc voilà, c'est pas d'être en vigilance tout le temps. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Maëlle. Non, j'étais déjà sur la question d'après, de Julie qui demandait comment fait-on lorsque l'on veut couper le dialogue parce qu'on est sous notre émotion, mais que la personne en face refuse cette coupure de dialogue. Pas évident, parce que c'est en fait ma réponse spontanément ce serait c'est là où il faut développer son assertivité
Et donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, ça se travaille, encore une fois, toute la vie, de gagner cette assurance de s'affirmer et de dire, non, en fait, je te pose la limite. La limite, c'est là, je ne suis pas capable de dialoguer avec toi. Mais si vraiment la personne nous met dans la passe, je dirais peut-être être dans cette capacité à accueillir. Alors, encore une fois, on en parlera plus la prochaine fois, avec la technique de l'édredon, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, pour laisser passer. C'est ça. Comment gérer sa colère avec soi-même si on évite d'en parler à l'autre tout de suite? C'est ça, c'est prendre ce temps, justement de la vivre pour soi, de se dépolluer. La colère finalement, c'est toutes les pensées, hein, que nous allons ajouter sur, une situation. Comme Maëlle a expliqué, on est soit dans la peur, soit dans la sérénité. Donc je ne suis pas forcément consciente que je suis dans la peur, mais il se passe quelque chose. Et je me rajoute plein de choses qui font que je vais me sentir en colère. Donc, c'est vraiment prendre ce temps, l'écrire, en parler à quelqu'un peut-être. Alors, si c'est pas trop violent non plus, hein, parce que l'idée, c'est pas de se déverser sur l'autre, mais la laisser passer et ensuite s'exprimer de manière à être entendu sur son émotion, mais pas arriver en déversant son émotion sur l'autre. Je continue? Ouais. On a pour la journée? Non, je plaisante. Ça nous dérange pas. Bon, au pire, c'est enregistré jusqu'au bout, hein, donc si vous devez partir, vous pourrez capter la fin de nos réponses. Mais oui. Patricia qui demandait, très bien, mais si la personne en face n'est pas capable du tout de ressentir de l'empathie pour l'autre. Voilà, encore une fois, ça dépend qui vous avez en face de vous. Donc, peut-être de se demander dans quelle position de vie cette personne se trouve aussi. Après, je ne sais pas si derrière on parle carrément d'une pathologie qui empêcherait la personne d'empathie. Et donc, dans ce cas, bien sûr que là, l'assertivité est peut-être pas la bonne réponse. Mais pour quand même donner une réponse. Une personne, est-ce que la personne est réellement incapable d'empathie ou est-ce que c'est parce que les choses ont été exprimées avec des opinions et comme l'a exprimé Barbara, quand on exprime des opinions, on s'expose au risque d'avoir des contre-opinions et dans ce cas, on peut avoir le sentiment que la personne n'est pas empathique alors qu'en fait, on est dans le débat d'opinion. L'idée, c'est vraiment d'en revenir aux faits et ce que je ressens face à ces faits. Donc, il faut remettre tout un vocabulaire autour de l'émotion aussi qui nous manque beaucoup parce qu'on n'est pas très bien éduqués de ce point de vue-là, d'enrichir ce vocabulaire sur le ressenti, l'émotion, le sentiment pour pouvoir mettre l'autre en possibilité de comprendre notre point de vue. Et puis oui, ça peut être sur le moment, hein, c'est ce que Maëlle disait, on n'a aucune idée de comment l'autre va recevoir ce que nous avons à lui dire. Et la personne, elle est peut-être pas en capacité parce qu'elle s'est pas rendue compte, parce que c'est pas le moment pour elle. Donc parfois, faut faire confiance aussi au temps, hein. Vous avez dit, donc vous avez exprimé le mieux possible, et peut-être que sur le moment, vous n'aurez pas l'empathie, mais déjà, vous, au moins, vous avez fait votre part et peut-être que la personne, ça va faire son chemin ensuite, hein. Nous pouvons être bloqués par moments, enfin, tous autant que nous sommes. Donc, voilà, c'est avoir confiance aussi que les choses peuvent évoluer dans le temps, à partir du moment où vous avez fait quelque chose. C'est vrai que moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai consciemment été en posture assertive, j'ai pas été déçue du résultat, quoi. En tout cas, au moins de t'être exprimé. Oui. Et puis parce que globalement, les gens sont de bonne volonté autour de moi. Donc voilà, même si encore une fois, même si je peux être parfois maladroite dans mes mots,
il y a plutôt de l'empathie. Alors, c'est toujours à la personne qui a subi d'être dans la bienveillance. Alors, pas dans la bienveillance, mais en tout cas, c'est ce qu'évoquait Barbara, d'être dans l'assertivité. Mais sous couvert encore que votre objectif, ce soit de préserver la relation. Hein, rien ne vous y oblige non plus. C'est ça. Comment réagir si cette problématique se reproduit plusieurs fois, non prise en compte des besoins de l'autre? À un moment, vous vous arrêtez, hein. Voilà, vous allez plusieurs fois, exprimer ce qui se passe, redonner les faits. Vous pouvez aussi, nommer que c'est la 2e fois, la 3e fois, toujours en position de vie plus. Puis à un moment, vous n'allez pas vous épuiser. Donc il y a des choix à faire, hein, d'autres comportements et d'avoir d'autres attentes aussi. Souvent, ça peut encore nous arriver, hein, de vouloir changer la personne, même en sachant que ce n'est pas possible. Donc là, ça va être faire preuve de réalisme, hein. Comment gérer ses émotions et être assertif dans l'instant sans en reparler plus tard, car nous n'en avons pas toujours l'opportunité et l'interlocuteur peut ne pas comprendre. Alors, moi, la réponse que je donnerais, c'est que on ne peut pas faire les deux en même temps. Et vraiment, la première chose à faire, c'est… Alors, déjà, les émotions, on ne les gère pas, hein, on les stabilise, on les accueille, mais gérer ses émotions, je trouve que c'est un début de langage, parce qu'elles sont plus fortes que nous déjà. Donc, c'est impossible de faire les deux en même temps. Et c'est même impossible au niveau cognitif, parce que c'est pas les mêmes zones du cerveau qui fonctionnent. Et quand on est dans le registre émotionnel, on est déconnecté, on ira plus loin là-dessus sur le prochain webinaire, mais on est déconnecté du cerveau qui est capable de réfléchir, d'analyser les manières de façon assez froide, assez factuelle, etc. Et vous l'avez bien compris, l'assertivité, elle commence par en revenir aux faits. Et je suis en train de dire que quand vous êtes sous l'émotion, vous n'êtes pas capable d'être factuel. Donc non, l'émotion en premier lieu. Sinon, vous serez dans l'opinion, le jugement, l'interprétation, la rancœur, si vous n'avez pas géré l'émotion. Et je rebondis sur une question que j'ai vue passer tout à l'heure et à laquelle je voulais réagir. Une émotion, ça dure plus que quelques minutes. Non, une émotion, dans sa définition, elle vient avec tout un faisceau de manifestations au niveau corporel, physiologique, hormonal, etc. Ce phénomène-là qu'on appelle l'émotion ne dure vraiment que quelques minutes. Tout ce qui perdure des heures, des jours, des mois, des années, on appelle ça plutôt un sentiment. Un sentiment, c'est quelque chose de complexe, qui est un mélange de pensées qui vont réactiver des émotions, d'interprétation, de croyances ancrées, etc. Et donc ça, le sentiment, il peut durer plus longtemps. Mais l'émotion, la vague, ça dure quelques minutes. Ouais, vous imaginez, ça envoie plein de trucs dans le corps. Si on devait être comme ça, en fait, le corps, on disjoncterait, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai vu passer cette question juste après le desk. Là, on ne questionne pas le pourquoi. En fait, à partir du moment où vous allez parler des faits, exprimer votre ressenti, vous instaurez le dialogue. Et finalement, Maëlle, elle m'a dit pourquoi elle ne m'avait pas prévenue, parce qu'il était tard, elle était fatiguée, elle avait peur. Donc, des fois, vous allez la voir et des fois, finalement, ce n'est pas le plus important de comprendre le pourquoi. Parce que si je lui avais demandé pourquoi, j'étais en train de chercher quelque part une coupable, une responsable et ce n'est pas vraiment l'idée, quoi. L'idée, c'est quand même d'avancer ensemble. Cela donne l'impression que c'est au collaborateur de faire l'effort face à son manager. Ça renvoie c'est toujours à celui qui est victime, qui doit… Alors, ça renvoie, vous pourrez aller voir sur Internet si ça vous intéresse, les situations relationnelles de Thomas Gordon. Il y a 4 situations relationnelles. Soit on est dans le vert tous les deux. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit on est soit dans la sérénité, soit dans la peur. En gros, on est soit dans le vert, soit dans le rouge. Soit on est tous les deux dans le vert, tout va bien. Tous les deux dans le rouge, on est en conflit. Et ensuite, il y en a un dans le rouge et un dans le vert. Quand c'est vous qui êtes dans le rouge,
c'est à vous, effectivement, d'aller faire passer votre message d'assertivité. En tout cas, si l'autre en face de vous, il capte pas qu'il y a un truc qui va pas chez vous, c'est à vous d'être assertif. Et si c'est l'autre qui est dans le rouge et que vous êtes dans le vert, c'est à vous d'accueillir avec assertivité l'autre. Donc oui, si c'est toi dans le rouge et que l'autre il va bien, il vit sa petite vie, il est dans le vert, c'est à toi d'exprimer les choses de façon assertive pour préserver la relation. Alors, il y en a une qui n'est pas en favori, mais je la repère. C'est très difficile pour une personne TSA. C'est quoi? C'est le trouble du syndrome autistique, c'est ça? Je crois que c'est ça, oui. C'est ça. Les émotions sont mal gérées. Avez-vous des conseils? Là, vraiment, alors je connais pas, je connais pas suffisamment le sujet, mais de toute façon, s'il y a une difficulté à gérer les émotions, c'est vraiment de prendre ce temps, de revenir aux faits, d'écrire, de choisir le bon moment. Être assertif, c'est aussi nommer sa vulnérabilité et ses difficultés, de dire, voilà, c'est pas évident pour moi d'aborder cette situation, j'ai peur de ne pas trouver bien les mots, peut-être que je vais avoir du mal à t'entendre, d'arriver à faire avec ce que nous sommes. Et c'est valable aussi pour l'hypersensibilité ou pour des moments où les émotions sont un peu plus complexes. Donc, c'est vraiment encore plus prendre ce temps, se préparer, demander de l'aide aussi. Ce qui nous fait avancer, c'est la relation et c'est demander de l'aide aussi. Et c'est ça, l'assertivité. Et puis, je dirais que faut pas hésiter aussi à passer par l'écrit. Si on est plus confortable, je sais que, en tout cas moi personnellement, je passe plus facilement par l'écrit que par l'oral. Voilà. Mais le plus important, c'est que le message y soit dit. C'est pas de le garder à l'intérieur pourrir. Donc il vaut mieux le faire à l'écrit si on n'est pas à l'aise avec le fait d'aller confronter à l'oral quelqu'un. On présente souvent l'assertivité comme la capacité à refuser, à dire non. N'est-ce pas aussi la capacité à exprimer qu'on apprécie, à dire qu'on aime? Bah oui, tout à fait. Bien sûr, Frédéric. Bien sûr. Être assertif, c'est s'affirmer. Donc oui, c'est aussi dire ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on attend. C'est ça, ce que nous apprécions chez l'autre, et c'est ça aussi qui est au service de la relation. Allez, et la dernière, c'était est-ce qu'il n'y a pas un risque de se faire consumer par ses émotions? Comment les faire sortir sans les envoyer à l'autre? C'est un peu tout ce qu'on a dit, prendre ce temps, se dépolluer, et être en conscience aussi, d'accepter, de demander de l'aide, et de trouver donc le moment d'être le plus en stabilité émotionnelle. Mais c'est vraiment ce cheminement de comprendre l'autre n'est pas responsable. Encore une fois, l'autre, il a fait quelque chose, ça me rappelle un truc qui est compliqué pour moi, ça vient toucher une valeur, un besoin, et donc c'est pas l'autre. Et à partir de là, j'ai le droit de vivre mon émotion. De toute façon, si nous ne les accueillons pas, elles reviennent d'une manière ou d'une autre. Donc, nous avons intérêt à être à leur écoute. Et c'est ensuite vraiment de prendre ce temps. Ça me laisse dire que peut-être qu'on creusera un peu plus la dimension intelligence émotionnelle sur le prochain webinaire. Oui. Parce que je vois qu'il y a eu pas mal de questions sur ça, les émotions, on s'y confronte, etc. C'est bien, il y a une suite. Mais il y a une suite, ouais. Voilà. On va faire une trilogie comme Star Wars. Il reste juste une dernière question, mais je vois que ça reprend un peu ce qu'on a dit. Que peut-on faire vers une personne qui ne prend pas de recul et ses responsabilités, qui ment, qui est dans le déni? Vous allez faire votre part et puis à un moment, vous préservez aussi. Mais par contre, c'est vraiment avoir des faits pour pouvoir dire que quelqu'un ne prend pas de recul, ses responsabilités. C'est revenir aux faits et nommer les conséquences aussi, pour donner des prises de conscience.
L'assertivité nécessite aussi un travail de confiance en soi, estime de soi, libération de l'ego. Bah oui, c'est sûr. Mmh. L'assertivité aux ados, bah, en fait, on a mis des sources aussi dans les choses à télécharger. Donc, les ados, par contre, ils aiment pas trop quand on parle trop en langage vraiment, voilà, que ça fait langage écrit. Donc, faut aussi un peu utiliser leurs mots, même si on évite d'épater, hein. De toute façon, j'ai mis, votre adresse mail à toutes les 2 dans le chat, donc si jamais, des personnes ont des questions à vous poser en particulier, qu'elles n'hésitent pas. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête peut-être là, ça fait 1h20. Ouais, merci. Vous êtes en 66 à être 20 minutes de plus. Ouais, Voilà, merci beaucoup, merci toutes les beaucoup. 2. Merci à tout le Ouais, monde, merci d'avoir à été là. tous d'être restés jusqu'au bout. Merci Maëlle, Ouais, merci Laetitia. C'était ouais, top de faire ça avec vous. ouais, tout à fait. La suite au prochain épisode. Ouais, Voilà, ça, on vous enverra un mail, mais bon, je pense qu'à partir de fin mai, on mettra le prochain webinaire sur la suite, en ligne et donc ce sera le 3 juillet, hein, c'est ça? ouais, c'est ça. OK, très bien. Bah, écoutez, on arrête là. Merci à tous. Merci, Au bonne revoir. journée. À Au bientôt. revoir. Au revoir.